Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis et vous regardez la télé du salon depuis Montreuil. Bienvenue dans le live pour 30 minutes de création et de discussion en direct. C'est déjà la 3e émission et aujourd'hui je suis avec Emmanuel Villain et Zena Abirached qui ont écrit et illustré le livre Le Tarbouche magique dans la collection Mouche de l'école des loisirs. Je vous laisse en leur compagnie pour une lecture dessinée et on se retrouve juste après. Mais je vous raconte, vous allez retrouver Zalfa qui est en vacances chez ses grands-parents et qui s'ennuie à mourir. Alors elle va fouiller dans le grenier qui est plein de vieilleries poussiéreuses mais aussi de merveilles. À tout de suite. Sur l'une des étagères, entre 2 piles de magazines, j'ai vu un drôle de chapeau. D'ailleurs, était-ce bien un chapeau? En tout cas, je n'en ai jamais vu de pareil auparavant, ni sur la tête de quelqu'un, ni en photo dans les albums de mes grands-parents. Un chapeau rouge, sans bord, plat sur le dessus et orné d'une grosse mèche de fil noir. Je l'ai pris et je l'ai mis sur ma tête, puis je suis allé voir à quoi je ressemblais dans un antique miroir au cadre doré. Il me tombait un peu sur les yeux, mais en l'ajustant, je suis parvenu à le faire tenir correctement. Marrant ce chapeau, je me suis dit. Je me demande bien comment ça s'appelle. Bah, je vais leur demander à eux en bas, ils savent tout. Je suis redescendu au salon où mes grands-parents prenaient maintenant le thé à côté de la cheminée. Même s'il n'y avait pas de feu, quelle idée. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça me va bien, non? Mais où as-tu déniché ça, Zalfa? A demandé ma grand-mère. Bah, au grenier, pourquoi? On n'a pas idée d'aller traîner là-haut, et puis c'est vieux comme tout ce machin-là, et poussiéreux en plus de cela. J'ai cru qu'elle allait chercher sa balayette dans la cuisine, mais non, elle est restée assise. Ouf. T'inquiète, il suffit juste de la brosser un peu, j'ai répondu en frottant de ma main le velours rouge qui a retrouvé un peu de son éclat. C'est un chapeau d'homme, tu sais, m'a dit mon grand-père. Et alors, moi je m'en fiche. Et ça veut dire quoi d'abord, un chapeau d'homme? Qui a décidé que seuls les hommes pouvaient en porter? Moi, il me va très bien. Au même instant, le chapeau est descendu sur mes yeux et mes grands-parents ont éclaté de rire. Oh, ça va, c'est pas drôle, j'ai dit. Il n'est vraiment pas à ma taille, c'est tout. Alors, j'ai penché un peu le chapeau vers l'arrière, de sorte à le faire tenir correctement sur ma tête. Comme tu veux, a dit grand-père. Mais tu sais comment ça s'appelle? Non, je ne sais pas, j'ai répondu. Bah, c'est un tarbouche. Un tar quoi? Un tarbouche. C'est un chapeau que les hommes portaient il y a encore quelques dizaines d'années au Proche-Orient. Aujourd'hui, ils préfèrent porter des casquettes américaines. Mais c'est où le Proche-Orient? C'est loin? Tu es allé, toi, au Proche-Orient? Oui, mais il y a très longtemps. Et tu faisais quoi? Ah, ça c'est une longue histoire, répondit mon grand-père en me faisant un clin d'œil. En tout cas, prends soin de ce couvre-chef, il est précieux. Je n'ai pas ce que mon grand-père a voulu dire par là. Qu'est-ce qu'il avait de précieux, ce vieux chapeau rigolo? T'inquiète, je ferai attention, j'ai fini par dire, en réajustant le tarbouche qui tombait une nouvelle fois sur mon nez. Puis, j'ai filé au grenier, en passant par la cuisine où j'ai piqué une pomme et une bouteille de Sonny Capri exotique. On ne sait jamais. Un petit creux peut vite arriver. Merci pour cette belle lecture, Emmanuel, et pour ce dessin, Zena. Je vais vous inviter à me rejoindre et on retrouvera Zalfa et ses grands-parents juste après. En attendant, pendant qu'on s'installe, je vous rappelle que le Tarbouche magique est publié dans la collection Mouche aux éditions L'École des loisirs. Et la collection Mouche, c'est une petite collection où on retrouve des romans pour les enfants, les jeunes adolescents illustrés. C'est la collaboration entre un auteur, une autrice ou un illustrateur, une illustratrice. Et dans le Tarbouche magique, c'est donc la collaboration d'Emmanuel Villain et de Zena Abirached. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est un tarbouche pour les gens qui ne le savent pas et où est-ce qu'on en porte dans le monde? Alors, on n'en porte plus beaucoup, sauf sur les plateaux de télévision. Le tarbouche était un chapeau qui était ottoman, donc de l'Empire ottoman, et l'Empire ottoman était très vaste, donc il comprenait la Turquie actuelle, évidemment, mais aussi tous les pays du Proche-Orient, que sont la Syrie, le Liban, l'Irak, la Palestine, et jusqu'en Égypte, et même au Maghreb. Et donc, on l'appelle le fez, c'est ça? Alors au Maghreb, effectivement, on l'appelle le fez, exactement, mais dans tout le reste du monde arabe et ottoman, voilà, on appelait ça le tarbouche. Et donc c'était le couvre-chef traditionnel que portaient les hommes jusqu'à ce que, pour faire un tout petit peu d'histoire, Kemal Atatürk, à la chute de l'Empire ottoman, a voulu construire une Turquie moderne, a interdit le port du tarbouche dans les années 1920 et a obligé les hommes à porter des costumes occidentaux et le chapeau occidental. Donc c'est un chapeau qui a, à partir de cet instant-là, qui est tombé un peu en désuétude
et qui était encore porté par des hommes jusque dans les années 60-70, par des hommes un peu âgés, élégants. Mais maintenant, c'est un chapeau qui a complètement disparu de la circulation. Et Zeyna, Emmanuel disait que le tarbouch, c'est un chapeau qui est traditionnellement porté par les hommes. C'est ce que explique le grand-père de Zalfa. Mais elle voit pas pourquoi elle pourrait pas porter le tarbouch. Est-ce que Zalfa, c'est une rebelle elle a quelque chose d'irrévérencieux en elle? J'adore sa réaction, en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire, un chapeau d'homme? Il lui va bien, même s'il est un peu grand. Et vous en connaissez, vous, des petites filles qui portent très bien le tarbouch? Alors moi, j'en connais deux. Je connais la fille de Zeyna et ma propre fille, parce qu'en fait, l'histoire, moi, elle m'est venue d'une photo de ma fille lorsqu'elle avait 3-4 ans, qui sur une photo avait trouvé un tarbouch, justement, l'a porté, et je l'ai trouvé magnifique. Je l'ai prise en photo, et cette photo, elle est chez moi, encadrée depuis des années et des années. Je passe depuis des années devant, en la trouvant toujours aussi mignonne. Mais c'est que plus récemment que l'idée d'écrire une histoire à partir de ça m'est venue. Et d'ailleurs, souvent, les histoires sont souvent quelque chose qui a traîné longtemps dans la tête sans qu'on le sache. C'est presque, ça se fait un peu à notre corps défendant, d'une certaine façon. L'histoire, elle mûrit sans qu'on s'en aperçoive, et au bout d'un moment, l'idée arrive. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, Emmanuel, quand il vous a proposé d'illustrer cette histoire? Il se trouve que par un hasard incroyable, mais est-ce un hasard, j'ai quasiment la même photo de ma fille avec un tarbouch sur la tête. Bon, elle avait 4 mois dans cette photo, donc c'est moi qui ai posé le tarbouch. Mais c'était très amusant, on s'est rendu compte en discutant, bien avant d'avoir l'idée de ce livre, qu'on avait ça en commun. Et autre chose que vous avez en commun, c'est vos origines libanaises. Dans le texte, on ne sait pas exactement d'où viennent les grands-parents de Zalfa. On parle juste du Proche-Orient, c'est pas précisé dans le détail, mais vous deux, vous êtes libanais-libanaise. Est-ce que c'était un atome crochu en plus pendant la création de ce livre? Alors, juste précision, moi je le suis lointainement. Moi, ma grand-mère est libanaise, mais voilà, c'est comme souvent dans des familles, je pense, lorsqu'on a un grand-parent qui vient d'ailleurs, bah ça attise la curiosité. Moi, et chez mes grands-parents, il n'y avait pas un tarbouch, mais il y avait ce qu'on appelle masbaha, c'est le passe-temps qu'utilisent souvent les hommes aussi, oui. Et les femmes aussi. Le passe-temps, c'est comme un chapelet, mais qui n'est pas du tout religieux, et que les hommes utilisent comme ça. Et j'avais cet objet qui me fascinait, moi. Je voyais que c'était quelque chose qui venait d'ailleurs. Donc moi, je suis lointainement libanais, mais je le suis de cœur, évidemment. Mais Zeyna, oui. Alors moi, je suis libanaise, mes 2 parents sont libanais, je suis née à Beyrouth. Et peut-être que la raison pour laquelle tu n'es pas libanais, Emmanuel, c'est parce que c'est ta grand-mère qui était libanaise. Et il se trouve qu'au Liban, parmi d'autres problèmes, nous avons celui-ci, nous autres, les femmes, nous n'avons pas le droit de transmettre la nationalité à nos enfants. En plus de ne pas porter le tarbouch. Grande injustice. Ce qui fait que si le papa n'est pas libanais, eh bien, l'enfant ne le sera pas. Mais vous êtes libanaise, vous avez grandi au Liban, et dans ce livre, il est question de transmission, en fait, puisqu'on a une enfant qu'on imagine être de première ou de deuxième génération d'émigrés. Elle n'a pas grandi dans le même pays que ses grands-parents. Et la transmission, elle se fait un peu par hasard, parce qu'elle trouve le tarbouch et qu'elle se met à poser des questions. Est-ce que ça se passe souvent comme ça? C'était le cas pour vous, Emmanuel? Enfin, c'était vous qui posiez des questions? Alors moi, enfant, oui, ça m'intriguait beaucoup, à tel point que je suis parti m'installer au Liban, j'ai vécu longtemps là-bas, etc. Et ma fille elle est plus discrète, elle est moins curieuse, mais c'est par ces genres de choses qu'on essaye, que sa mère et moi, on essaie de lui transmettre aussi. Sa mère est libanaise. Ne serait-ce pas par le jeu, on a acheté la taoul et le trick-track, qui est le jeu typique de ces régions-là, voilà, backgammon en français. Et donc, je joue avec elle. Je joue à un jeu qui vient du pays de sa mère, de ses grands-parents, etc. Donc, c'est aussi par des pratiques aussi comme ça culturelles, alors, évidemment par la langue aussi. Mais quelquefois, c'est un objet, je trouve, surtout chez les enfants, qui sont assez attachés, qui ne sont pas matérialistes, mais qui sont attachés aux jeux, aux objets, aux formes, etc. Que ça peut passer. Moi, en tout cas, c'était passé par ce chapelet étrange. Et je ne sais pas ce que tu en penses. Non, tout à fait. Puis il y a la dimension déguisement aussi, dans ce chapeau qu'on n'utilise plus, qu'on ne voit plus dans la rue. Et bien tout d'un coup, dans un grenier, il a cette aura-là de transformation, de déguisement, quelque chose de très ludique. Cher à l'enfance, tout en ayant évidemment tout ce volet historique. Donc c'était un très bon objet, une très belle métaphore. Enfin,
c'était très bien de choisir le tarbouche, disons, pour ce relais, pour cette transmission. Parce qu'il y a quelque chose, voilà, cette dimension ludique et en même temps, c'est chargé d'histoire. Vous, Zaina, vous vivez entre le Liban et la France maintenant, et votre fille aussi. Du coup, elle a ces deux cultures. Oui. Elle les navigue comment ? Jusque-là, plutôt bien. Jusque-là, plutôt bien. C'est vrai que j'ai écrit dans Le Piano Oriental une de mes bandes dessinées qui est parue il y a 10 ans maintenant. Je tricote depuis l'enfance une langue constituée de 2 fils, fragiles et précieux. Pardon. Et cette langue-là, mélangée entre l'arabe et le français, c'est l'ADN de ma langue maternelle. Et j'espère que ma fille aura cette possibilité aussi de naviguer de manière sereine entre ces 2 cultures, ces 2 langues, ces 2 manières d'envisager le monde, le rapport aux autres, etc. Pour l'instant, c'est assez fluide. Zalfa, elle a non seulement pas exactement la même culture que celle de ses grands-parents, puisqu'elle grandit pas dans le pays où eux ont grandi, mais il y a aussi la différence de génération. Son grand-père lui dit oui, maintenant, au Proche-Orient, les jeunes, ils mettent des casquettes américaines. Il y a aussi pas cette fracture, mais cette différence-là de génération. Comment on la traverse, cette différence aussi générationnelle ? Moi, en fait, je m'inspire beaucoup du fait que ma fille aille chez mes propres parents, qui sont donc ses grands-parents, et je vois les interactions entre eux, où ma fille va apprendre un jeu, par exemple le trick-track, le backgammon, elle a appris ça à ses grands-parents, et inversement, eux lui apprennent des choses, et j'aime bien observer ça, parce que mes propres parents s'adressent à elle en tant que grands-parents, donc ils ne s'adressent pas à eux comme ils s'adressaient à moi. Donc je vois ces différences et je trouve que c'est très beau à voir la relation que des grands-parents peuvent avoir avec des petits-enfants. Et donc j'aime bien jouer. Dans plusieurs de mes livres, je joue là-dessus, c'est-à-dire que dans le langage aussi, les enfants vont avoir un langage plus moderne, les grands-parents peut-être un peu plus désuet, donc ça crée des situations qui peuvent être comiques. Et surtout que je trouve que l'enfant apprend aux grands-parents, et ça j'aime beaucoup cette idée-là, qu'il y a une transmission dans les 2 sens. Et ça me plaît beaucoup, parce que je l'ai observé, et j'aime beaucoup mettre ça en scène dans mes livres. Et je pense que Zaina partage cette Oui, tout à fait. Non, oui, tout à fait. Ah, pardon. C'est un passage de relais. Tout à fait. Et est-ce que les grands-parents ont tendance à parler plus facilement avec leurs petits-enfants qu'avec leurs propres enfants ? Est-ce qu'il y a certainement, ça facilite ? Pourquoi ? En tout cas, moi, je constate que c'est un rapport totalement différent. C'est le cas, vos parents parlent beaucoup plus facilement de leurs souvenirs. Mes parents avec ma fille, c'est pas les mêmes. Enfin, ils sont formidables en tout cas, mais différemment. Et qu'est-ce qu'ils leur racontent ? Enfin, qu'est-ce qu'ils racontent à Nina qui vous racontait pas à vous ? Je n'ai pas d'exemple précis, mais disons que le canal de la parole est constant. Et dans mon souvenir, on parlait beaucoup avec mes parents quand j'étais enfant, mais peut-être à des moments, enfin, en tout cas, c'est très touchant de voir comment ils transmettent, même inconsciemment, des choses fondamentales de leur culture, de leur histoire, de leur patrimoine culturel, comme ça. Vous parliez de votre livre Le Piano Oriental, dont vous êtes l'autrice et l'illustratrice. C'est l'histoire d'un musicien qui invente un nouvel instrument, qui est donc à mi-chemin, à la croisée entre l'Orient et l'Occident. Il crée quelque chose de nouveau et il fait cohabiter ces 2 traditions. Finalement, ce piano, il n'existe qu'en un exemplaire parce qu'il y a la guerre civile qui arrive au Liban. Donc, c'est pas toujours simple de faire cohabiter ces 2 cultures. On a parlé de la beauté de cette transmission, mais est-ce que des fois, ça tiraille un peu d'avoir 2 maisons ou aucune au final ? Oui, bien sûr. Moi, mon parcours a commencé par un tiraillement, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je n'étais pas obligée de choisir, que je pouvais être les 2, alors pas toujours au même moment. Et donc, il faut être un peu souple, à l'image de cette musique orientale qui se déhanche et qui serpente. Il faut arriver à faire ça entre ces 2 cultures. Et ce piano est une métaphore formidable parce que c'est l'instrument occidental par excellence qui est assez rigide. Finalement, on ne peut pas tordre un piano. On ne peut pas le faire déhancher, justement. Et ce monsieur dont vous parlez était mon arrière-grand-père et il a réussi par un mécanisme
à jouer le quart de ton de la musique orientale sur un clavier habituel. Et ce qui est très particulier dans ce piano, c'est que c'est un piano bilingue, puisqu'il est à mi-chemin entre les deux traditions musicales, la tradition orientale et la tradition occidentale. Et vous, à quel moment est-ce que vous êtes libanaise et à quel moment est-ce que vous êtes française? Tout le temps, hein. Il faudrait plusieurs heures, je pense, pour répondre à cette question. Moi, j'ai l'impression que les deux cohabitent constamment. Quand le métro est en retard et qu'il pleut et qu'on râle, on est plutôt français ou libanais? Non, c'est là qu'il faut être libanais, en fait. Pour bien le prendre. Pour se dire qu'il y a des choses bien plus graves. Et vous, Emmanuel, à quel moment est-ce que vous êtes libanais ou à quel moment français? Quand je traverse la rue, je suis très libanais. C'est-à-dire que c'est n'importe où, n'importe quand. Non, mais je crois que moi j'ai vécu aussi longtemps là-bas. C'est quelque chose qui cohabite. Et en fait, c'est pas tant libanais-français, c'est le fait d'avoir en soi un peu deux cultures, ou en tout cas avoir vécu deux cultures, sans que ce soit forcément transmis par la génétique, mais le fait d'y avoir vécu à l'étranger, de voir tous les problèmes ou toutes les questions ou même les belles choses, mais d'un autre angle. Voilà, c'est tout. C'est une ouverture d'esprit. C'est pour ça que quand je rencontre des jeunes ou mes cousins, etc., je les encourage tous à faire 1 an d'études à l'étranger, 2 ans, 3 ans, parce que moi, ça a changé ma vie, quoi, le fait de vivre ailleurs. Et je suis devenu écrivain parce que j'ai vécu à l'étranger, parce que tout ça a nourri mon imaginaire et a nourri tout un tas de choses et m'a donné envie de raconter cette expérience-là. Donc j'ai écrit des livres pour adultes aussi qui sont beaucoup, qui vont beaucoup chercher dans cette expérience-là. Donc c'est plutôt le fait de pouvoir avoir différents... on bouge la caméra, il y a des caméras ici, mais quand on a comme ça deux cultures ou deux expériences différentes étrangères, et ben, on change de focale, on change la place de la caméra et on voit les choses différemment. Vous étiez journaliste correspondant à Beyrouth au Liban et donc oui. On vous racontait les histoires des gens et vous les retransmettez ensuite. Oui, d'une certaine façon. Maintenant, vous racontez vos propres histoires de votre imaginaire. Enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à ce changement, à passer du réel à l'imaginaire? Eh bien, écoutez, c'est que j'ai vécu longtemps à Beyrouth et je suis rentré en France et il faisait à peu près un temps comme aujourd'hui. Donc là, on a un studio télé, on peut pas voir, mais il fait très moche. Et je me demandais ce que je fichais là. Alors que j'aurais pu être à Beyrouth au soleil où tout est beau, tout est très agréable, etc. Et donc c'est en me disant, en essayant de reconstituer mes souvenirs, de reconstituer la beauté des paysages, le bouillonnement de la ville, le climat, etc. Je voulais le fixer avant de craindre que ça puisse s'effacer de ma mémoire. Donc j'ai commencé à écrire juste un paragraphe, puis 2, puis 3, puis 1 page, puis 2 pages, puis 10 pages. Je ne savais pas du tout où j'y allais, c'était plus pour moi, alors que j'avais jamais écrit de fiction comme ça, rien. J'avais écrit que des articles de presse. Et petit à petit, j'ai avancé, puis à la fin, j'avais un livre, sans m'en rendre compte d'une certaine façon. Donc, je m'en suis rendu compte en cours de chemin en disant, là, je vais créer une intrigue, je vais des personnages, tout ça, mais c'est vraiment parti de ça, de peur que cette mémoire ou ces sensations très précises des sons, des odeurs, du climat, de la chaleur, de ces choses-là, disparaissent de ma mémoire. Je l'ai écrit et je suis devenu écrivain sans le savoir. Il y a cette très belle phrase de Georges Perec, je suis sûre que tu la connais, sur l'écriture. Je la cite. Tu la cites, hein, tu vois. On en a parlé, je la cite dans mon dernier livre. Quelle est-ce? Écrire, c'est arracher quelques bribes précises, c'est important le mot précise, au vide qui se creuse. Donc elle oublie. Vous aussi, vous racontez des histoires pour vous souvenir? Tout à fait. Moi, je suis partie de là. En fait, quand j'ai commencé, c'était parce que j'avais constaté que dans nos livres d'histoire au lycée à Beyrouth, le programme s'arrêtait juste avant la guerre civile, le 13 avril 1975, premier jour de la guerre. Et j'ai constaté qu'il n'y avait aucune version prévue, racontable aux générations et c'est encore le cas aujourd'hui. Et je pense que si j'ai commencé à essayer de garder une trace de mes souvenirs d'enfant. Moi, je suis née dans les années 80, donc pendant la guerre. C'était aussi pour remplir ce vide, pour essayer de combler cette amnésie organisée avec des petites choses, des bribes, mais précises, de mémoire, de la vie quotidienne, de la manière dont comment on a résisté
sans jamais prendre les armes, mais résister pour rester digne, pour continuer à vivre normalement, avec beaucoup de guillemets, malgré le contexte. Donc vous racontez vos histoires, mais vous illustrez parfois celles des autres, comme Oui. celle d'Emmanuel. Comment est-ce que vous les choisissez, les autres histoires que vous illustrez? Je sais que vous avez aussi adapté le prophète, le magnifique prophète de Khalil Gibran. Comment vous choisissez les autres histoires qui ne sont pas les vôtres? Alors, dans le cas du prophète de Gibran, Khalil Gibran, c'était une idée de mon éditrice chez Segers, chez les éditions Segers, qui s'était dit que pour marquer le coup du centenaire de la parution du prophète, ça pourrait être intéressant de confier ce texte à quelqu'un qui... J'ai eu carte blanche, en fait, c'est ça qui était bien. Donc j'ai accepté aussi pour ça. Enfin... Parce que bon, Gibran est quand même un monument de la littérature de l'exil au Liban, et en général, c'est un livre qui a été très traduit, très lu, dont on fêtait le centenaire, donc il y avait quelque chose d'un peu écrasant, potentiellement. Et quand elle m'a dit carte blanche, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de danser par le dessin avec ce texte très connu, très commenté, dont souvent... beaucoup de lecteurs ont retenu certains passages, et c'était l'occasion de présenter ma version. Voilà, c'était un beau défi, et voilà, j'ai adoré faire ça. Avant de se quitter, on va aller retrouver Zalfa, ses grands-parents, le tarbouche magique. Je vous invite à rejoindre vos espaces de création pour la suite de l'histoire. Merci. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec Zalfa, quel pouvoir a ce tarbouche magique et quelles aventures ils vont vivre ensemble. Je vous laisse écouter la suite de la lecture dessinée et on se retrouve juste après. Donc nous avons laissé il y a quelques instants Zalfa qui avait découvert ce chapeau, ce tarbouche, et elle va remonter au grenier avec ce tarbouche sur la tête. Alors, où est-elle? Donc elle arrive dans ce grenier, elle a le tarbouche sur la tête, elle fait face à un miroir. Alors que je venais de donner un coup de brosse sur le tarbouche et de le remettre sur ma tête, une voix a résonné dans le grenier. Tiens, une nouvelle tête. J'ai fait un bond d'au moins 1 mètre et j'ai couru aussitôt me réfugier derrière une grosse malle. Est-ce que j'entends des voix maintenant? M'assurant que j'étais bien seul dans le grenier, j'ai fait un premier pas, puis un second, et je suis allé récupérer le tarbouche qui avait roulé sous un vieux fauteuil, au coussin transpercé par des ressorts. Le chapeau était tout couvert de poussière. Je l'ai brossé encore une fois, et il a encore repris son beau rouge profond. Puis, face au miroir, je l'ai remis sur ma tête. Prenant mon courage à 2 mains, je me suis décidé à parler. Qui a parlé? J'ai demandé, un peu effrayé. Eh bien moi. Qui veux-tu que ce soit? A répondu la voix qui résonnait comme si elle venait de loin. J'ai regardé fixement mon reflet dans le miroir. Toi, le tarbouche? Tarbouche, c'est pas compliqué. Mais depuis quand les chapeaux parlent-ils? Les autres chapeaux, je n'en sais rien, mais moi je parle. Je suis un tarbouche magique. Un tarbouche magique? Mais c'est quoi cette histoire? Bon, d'accord. Admettons que je ne rêve pas. Que le Sunny Capri ne me donne pas des hallucinations. Admettons. J'avoue qu'à ce moment-là, j'aurais bien aimé avoir une grande sœur ou un grand frère, même un petit, mais bon, il fallait pourtant que j'en apprenne davantage. Tu dis être magique, alors prouve-le. Eh bien, je peux t'exaucer 3 de tes vœux, m'a dit le tarbouche. 3 vœux, comme je veux? Oui, oui, 3 vœux, comme tu veux. Je me suis mise à réfléchir, mais tout allait trop vite dans ma tête. Des dizaines, des centaines d'images défilaient à toute vitesse dans mon cerveau, comme si des milliers de pages d'un catalogue de Noël passaient devant mes yeux. J'en avais presque le tournis. Au bout de quelques instants, j'ai annoncé, comme si je sortais d'une machine à laver, « Je voudrais un casque !» Ah, bah, si c'est ce que tu veux, j'exaucerai ton vœu. Tu trouveras ce que tu m'as demandé sur la table de la cuisine. Je suis resté quelques secondes sans bouger, puis j'ai fini par me décider à descendre dans la cuisine. Je restais prudente, mais j'étais en même temps très impatiente. Je me voyais déjà avec mon super casque Marshall sur les oreilles pour écouter mes chanteurs préférés.
Sur la table, en plein milieu, trônait un casque de vélo. Et à fleurs, en plus de ça. Je l'ai soulevé pour voir s'il n'y avait pas un vrai casque Marshall en dessous. Mais rien. Inutile de vous dire que j'étais super déçu. Même s'il faut reconnaître que ce tarbouche magique avait fait très fort. J'ai pris le casque et je suis remonté au grenier. Qu'est-ce que c'est que ce truc, j'ai dit au tarbouche une fois face au miroir. Bah, on va bien demander un casque, n'est-ce pas? En voici un. Oui, mais moi, un casque pour écouter de la musique, pas ce truc moche et à fleurs en plus, c'est la honte. Tu as un deuxième vœu, s'est contenté de répondre le tarbouche. J'étais tellement furieuse de m'être fait avoir que je me suis précipité pour annoncer mon second vœu. Alors, pour découvrir le deuxième vœu de Zalphin, on vous propose de lire la suite. C'était Le Tarbouche magique, écrit par Emmanuel Villain, illustré par Zeina Abirachet, dans la collection Mouche aux éditions L'École des loisirs, qui a retrouvé dans toutes vos belles librairies de quartier de proximité. Nous, on se retrouve demain en direct à 16h30 pour la 4e émission déjà du live. Ce sera en compagnie de Laura Nsafou avec son livre Écrire avant l'aube, Toni Morrison, publié aux éditions Albin Michel, et du musicien Mahmoud Sadi. À demain.